Bonjour à nouveau. Grandes organisations, grandes entreprises, grandes responsabilités pour agir, c'est le thème de cette table ronde. Pardon pour le léger retard indépendant, j'allais dire, de ma volonté. Néanmoins, on va essayer de le rattraper et on va avoir une table ronde passionnante. Alors, je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui ont bien voulu attendre et patienter pour rester avec nous. Et comme il est avec nous, je le vois à distance, Philippe Portier, secrétaire national en charge du développement durable à la CFDT. Il est à distance, mais il est avec nous. Je voudrais peut-être commencer avec vous, si vous le voulez bien, si vous m'entendez. Pas de problème, vous m'entendez bien? Absolument. Peut-être commencer avec Parfait. vous pour avoir le point de vue du syndicat, du syndicaliste, du syndicat CFDT sur tout ce dont on a un peu parlé ce matin. Je ne sais pas si vous y avez assisté, mais en gros, on voit bien qu'on est à un moment, pour résumer, on est dans la transition de la transition. Le prix de l'énergie est en train de nous rattraper un petit peu comme la police vient nous remémorer que malgré la crise Covid, les tendances en cours restent là. Ça va même peut-être trop vite. Le gouvernement pourrait annoncer dès ce soir des mesures fiscales d'atténuation du prix de l'électricité ou d'autres prix d'énergie. Et donc, je voudrais savoir, vous, en ayant un regard peut-être un peu plus long terme, les travaux que mène la CFDT sur le pouvoir de vivre notamment, dans ce débat fin du monde, fin du mois et conséquences sur le monde du travail, comment est-ce que vous voyez la décennie à venir, les défis qui nous attendent et peut-être en le faisant en ce moment où on est à la veille d'un débat présidentiel dont on peut espérer que les débats porteront aussi, et principalement même, sur ce sujet. Oui, merci d'abord de votre invitation. Je suis à distance, c'est bien pratique et ça fait moins de CO2. Euh, Merci pour sur, cette sur, contribution. votre questionnement, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut voir les choses comme en disant la transition écologique, ça va être terrible. Euh, on va avoir du mal à y arriver et ça va plutôt être du sang et des larmes. Ou alors, on peut se dire, la transition écologique, c'est aussi une opportunité pour rebattre les cartes, pour faire peut-être moins, mais mieux. Et c'est plutôt cette optique-là qu'adopte la CFDT. Ce qui nous semble essentiel, c'est un concept qu'on a développé notamment au niveau international par la Confédération syndicale internationale de, de transition juste, c'est-à-dire allier transition écologique et justice sociale, qui semble un peu imparable. À défaut, je ne sais pas si on appellera ça transition, ce sera peut-être succession de rupture qui Révolution. risque d'arriver, une révolution. On l'a bien vu à notre petit niveau hexagonal, avec les gilets jaunes, c'était assez caractéristique. Et sur un sujet, somme toute, qu'on est en train de revivre, mais qui ne sera pas l'essentiel de la transition écologique. Donc on s'est dit, et c'est notamment avec la crise des gilets jaunes, comment on peut donner corps à cette transition juste à la CFDT. Et on a proposé avec d'autres organisations de former ce qu'on a appelé le pacte de pouvoir de vivre. C'est 65 organisations. Alors il y a des organisations syndicales, il y a des ONG environnementales, il y a des associations qui travaillent dans le domaine de la pauvreté, du logement, etc., dans la mutualité. Et on s'est mis autour de la table pour faire des propositions, 66 propositions, de ce que pourrait être pour nous une transition juste dans notre pays. Nous sommes en train de refaire ces propositions, on va en avoir une centaine, et l'objectif qu'on recherche, c'est de les soumettre aux candidats à la présidentielle, mais aussi les candidats aux législatives, de les interpeller. On est en train de finaliser cette proposition. On a 4 axes. Le premier, c'est une société qui prend soin de tout le monde et qui accompagne. Ça nous semble essentiel dans la période. Et la période qu'on vient de vivre et qu'on est encore en train de vivre plaide complètement pour aller dans ce sens-là.
une transformation, le deuxième axe, c'est une transformation écologique juste. Alors juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup d'inégalités dans notre pays, peut-être moins qu'à d'autres endroits dans le monde, mais il reste pas mal d'inégalités. Et le fait de dire on veut une transition juste, ça veut dire que les plus faibles, les plus précaires auront moins d'efforts à fournir que ceux qui en ont les moyens. Et donc, par exemple, de faire une redistribution financière, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi préserver l'emploi et faire en sorte que voilà, il n'y ait personne qui soit laissé au bord de la route. Le troisième axe, c'est un axe plutôt qui porte sur la démocratie, parce qu'il nous semble que dans toutes ces questions-là, ces transformations auxquelles on va avoir à faire face et à mettre en place, la démocratie, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le politique qui dit demain ça va être comme ça ou comme si. Il nous semble essentiel que ce soit discuté. Et j'y reviendrai en donnant un exemple tout simple. Et enfin, le quatrième axe, c'est un axe plutôt financier, puisque tout ça, ça demande pas mal de financement, que ce soit public ou privé. Et donc, voilà, comment on dirige l'investissement dans ce sens-là. Et pour illustrer ce que je disais, on a la Fondation Nicolas Hulot et notre Fédération de la métallurgie qui viennent de sortir un rapport sur l'électrification de l'automobile. Ils se sont mis autour d'une table. Ils ont été bien sûr aidés par des experts économiques, c'est le cabinet Syndex qui les a aidés là-dedans, mais ils se sont mis autour d'une table voilà, en prenant le sujet de l'électrique et en disant comment on fait. Alors, il y a plusieurs scénarios qui ont été dressés, mais ce qui est intéressant et un peu contre-intuitif, c'est qu'il faudrait plutôt passer à l'électrique en 2030 plutôt qu'en 2035. C'est ce qui serait le moins désavantageux en termes d'emploi. Et pourquoi ça? Le fait de faire des véhicules électriques, ça occupe moins de salariés que des véhicules thermiques. C'est 4 ou 5 fois moins, enfin c'est assez conséquent. Et si on veut sauvegarder et préserver l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut penser différemment. Il faut relocaliser pas mal de choses qui sont parties à l'autre bout du monde. Donc, ça a des vertus écologiques, mais aussi ça peut avoir des vertus en termes d'emploi. Et donc, ce qui est important par rapport à ça, c'est d'anticiper. Prévoir les choses. Et c'est là où on attend les politiques et où ils ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Voilà, dans chaque secteur, de quoi sera fait demain. Et c'est là qu'est la question de la responsabilité. Juste un mot, je rajouterai avec vous, la crise Covid, vous en avez un peu parlé, elle a conduit à réfléchir. Est-ce qu'elle change la donne avec le développement du télétravail? On peut dire que ça pourrait conduire les gens à se déplacer moins. En même temps, on sent bien que là, en cette rentrée, il y a pas mal de tentations de faire revenir les gens au bureau. Qu'est-ce que vous observez? Quelle tendance vous voyez? Est-ce qu'il faut que ça reste, ça demeure et dans quel cadre? Moi, je pense qu'on est dans un mouvement de fond qui, à mon sens, se serait produit, mais aurait peut-être mis une décennie à se produire. Là, il s'est produit en quelques mois. Je pense que là, on est dans la transition de la transition, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on en a un peu marre des visios. Je suis très content d'être avec vous, mais des visios qui s'enchaînent toute la journée, il y en a un peu marre. Donc, il y a un vrai besoin de se retrouver, de se voir en physique, en vrai. Mais n'empêche que c'est vachement pratique. Et que donc, bien sûr que ça va perdurer et bien sûr que le télétravail va continuer à exister beaucoup plus qu'il n'existait avant. Et bien sûr que les gens vont moins se déplacer et qu'on va apprendre à travailler différemment. Ça me semble évident et on ne reviendra pas en arrière. Merci beaucoup. Je vais profiter de la liaison pour passer le micro à Frédéric Valtou, qui est le maire de Fontainebleau, parce que Fontainebleau, qui est une très belle ville, cher Frédéric, qui a la plus belle forêt de France, ou l'une des plus belles, en tout cas l'une des plus grandes, c'est devenu un peu la ville du rêve des télétravailleurs franciliens. J'ai l'impression que parmi d'autres villes, en tout cas, il y a une très très grande attractivité, avec des conséquences d'ailleurs potentiellement négatives pour les habitants, parce que le prix de l'immobilier flambe.
Et donc, comment le maire d'une ville moyenne, qui est Fontainebleau, mais francilienne, qui n'est pas dans le Grand Paris, mais juste à côté, adresse cette problématique du changement, justement, de sa responsabilité par rapport à ce qu'il faut faire pour le changement climatique, dans ce contexte où il y a un afflux, je ne sais pas combien d'habitants sont arrivés dans la métropole, si on peut dire, de Fontainebleau, mais ça a dû être important. C'est difficile à mesurer. C'est vrai qu'on voit que les mouvements de la poussée démographique depuis effectivement le démarrage de la crise Covid a des impacts, fait venir aussi des populations qui ont malgré tout des attentes nouvelles. Alors, j'entendais les tables rondes précédentes. Nous, il se trouve que dans notre ville, et on n'est pas plus vertueux que d'autres, mais ça fait 12 ans, 13 ans qu'on n'a plus de produits phyto, ça fait 10 ans ou 12 ans qu'on est passé à 30 km/h, et on était parmi les premières villes avec Sceaux et d'autres à nous engager. Alors c'est peut-être plus simple, bien sûr, à l'échelle d'une ville moyenne, mais on a un peu poussé les feux de comportements vertueux. Aujourd'hui, on est dans une démarche un peu nouvelle où on essaie d'associer la population pour faire bouger les lignes, parce qu'on se dit qu'après 10 ans, avoir essayé dans des campagnes diverses, dans des sensibilisations diverses, de sensibiliser la population à des gestes, à des modes de vie, à des gestes plus vertueux, on a, je crois, touché les limites de l'exercice, pour nous en tout cas. Et donc on s'est lancé dans une démarche d'implication de la population autour de quelques thèmes. On en a pris 2 pour l'instant, pour commencer modeste, la nature en ville et la consommation de l'alimentation. On a monté des ateliers avec la population, on les a fait travailler dans des U-Labs pendant 10 heures pour essayer de créer des communautés agissantes qui ensuite, par capillarité, pourraient emmener par leurs voisins, leurs amis, emmener d'autres sphères plus larges. On essaye cette méthode-là. On a une population qui est assez en attente. Moi, je suis assez surpris du bon fonctionnement. On a rendu public la semaine dernière 47 mesures qui sont nées de ces travaux dans lesquels la ville, je veux dire, écoutait, notait, n'était pas du tout intervenant, essayait de guider les débats. Il y a des projets pour lesquels il va falloir qu'on s'implique, nous, institutionnellement. Il y en a qui sont du ressort uniquement de certaines entreprises ou d'associations ou de collectifs ou de voisins. Bref, on a des projets de tout niveau. Donc on essaie de cette manière-là de faire bouger les lignes. Mais c'est vrai que... Vous voulez dire par là que les citoyens sont prêts à faire bouger les lignes sans passer par, quelque part, le politique, n'attendent plus aujourd'hui pour bouger? En tout cas, les messages qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il y a un moment, si tout le monde ne s'y met pas en même temps, quand on parle zéro déchet, quand on parle zéro plastique avec les commerçants, quand on parle de ces sujets, nous, on peut faire toutes les campagnes qu'on veut, mais la portée sera toujours... Pas de l'incantation, en fait. Donc, on leur renvoie aussi certaines formes de responsabilité en essayant de les impliquer, qu'ils soient acteurs de tout cela. Alors, c'est modeste, peut-être, mais c'est aussi le constat qu'aujourd'hui, on était arrivé un peu au bout de l'exercice et qu'on souhaite le faire. Alors c'est vrai qu'on est dans un territoire particulier, vous disiez la forêt de Fontainebleau, c'est le massif naturel le plus protégé de France, il y a plus de protection juridique sur le massif de Fontainebleau que sur la Camargue par exemple. C'est un peu là où s'est inventé aussi le rapport de l'homme à la nature, dans le sens où c'est en forêt de Fontainebleau qu'il y a un peu plus de 150 ans, 1861, Napoléon III prend la première mesure qui a jamais été prise dans l'histoire de l'humanité pour protéger un espace. À l'époque, c'est les peintres de Barbizon, de l'école de Barbizon, qui peignaient les paysages, qu'on avait marre de l'activité humaine qui détériorait les paysages. Et 10 ans avant la création des parcs nationaux américains, à Fontainebleau, il y a un décret qui dit, voilà, dans ce périmètre-là, il n'y aura plus d'activité humaine. À l'époque, c'est pas pour protéger la nature, mais c'est pour protéger les paysages. L'objectif, c'était pas environnemental, mais c'était artistique. Mais il n'empêche que c'est la première mesure de protection jamais prise. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand l'UICN, dont on a beaucoup parlé à l'occasion du sommet récent de la Terre à Marseille, s'est créé en 1948, ils sont venus créer cette organisation à Fontainebleau. Donc c'est vrai que c'est un massif qui parle beaucoup aux écologistes, qui nous pousse à être vertueux, mais c'est aussi un massif où on a 15 millions de visiteurs par an. Alors même que c'est de plus en plus depuis la crise Covid, parce que les gens et de plus en plus depuis la crise Covid. Donc on travaille. Il y a des embouteillages dans la forêt de Fontainebleau. Oui, non, mais donc on travaille beaucoup sur comment arriver à préserver ce massif dont je disais qu'il était de piétons, sur le plan de la biodiversité assez unique.
mais malgré tout qui est très très fréquenté. On est le grand jardin des Parisiens, et donc on travaille avec l'ONF sur l'impact aussi des réchauffements climatiques. Donc on a un laboratoire, j'allais dire, nous habitants de cette ville et de ce territoire, on a un laboratoire sous les yeux des effets très concrets de ce qu'amène le réchauffement climatique, au moins sur l'équilibre de la biodiversité. Donc c'est vrai on a cette chance aussi peut-être d'avoir une population qui peut-être un peu plus sensibilisée, en tout cas moi je le souhaite, j'essaie de voir les choses de manière positive, un peu plus sensibilisée à ces questions et qui a aussi envie d'être acteur. C'est une forme de prise de conscience. Merci beaucoup Frédéric. Peut-être avec Pauline Erwan qui nous a rejoint, et on va parler avec les différentes personnes qui sont là, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être la liaison est bonne. D'abord, merci de nous avoir rejoint Pauline Erwan. Vous avez travaillé avec Louis Nègre, qui est là. Et vous parlerez juste après peut-être Pauline, si vous le voulez bien, Louis Nègre, parce que vous avez travaillé au plan climat de la ville, enfin de la métropole de Nice. Alors peut-être par rapport à ce que vient de dire Frédéric Valtou, et vous qui êtes directrice donc du développement durable de la métropole, comment vous avez observé les mêmes attentes des citoyens, qui est valable pour la forêt de Fontainebleau est valable pour le territoire magnifique de Nice évidemment, mais comme beaucoup de villes cherchent à préserver cet actif finalement. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les citoyens et qu'est-ce que vous observez comme attente? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous demandent d'aller plus vite, plus loin, plus fort? Oui, nécessairement. Moi, je raisonnais beaucoup en fait avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi? Parce qu'à une période donnée, vous avez parlé tout à l'heure du mouvement des Gilets jaunes, et c'est vrai qu'on observe aussi de nombreuses marches en fait pour le climat. Et donc à cette époque-là, c'est vrai qu'avec Louis Nègre qui présidait notre plan climat air énergie territorial, on s'est dit c'est pas possible. Enfin, je veux dire, les services publics agissent tellement dans tous leurs domaines de compétences, que ce soit la mobilité, la rénovation énergétique, la prévention des déchets ou encore l'alimentation, vous l'avez cité, pour la transition. Le poids de la commande publique en fait pour opérer cette transformation est colossal. Et donc on voyait ces citoyens dans la rue et on s'est dit il faut absolument qu'on crée en fait une instance de dialogue qui va nous permettre en fait pas seulement sur une opération mais tout au long de l'année et des années, puisqu'on sait très bien voilà qu'on est sur des combats du temps long, permettre de mettre autour de la table les entreprises, les associations, les citoyens en créant des ateliers thématiques. Voilà, et puis c'est vrai que c'est aussi un marqueur fort qu'a souhaité donner Christian Estrosi au territoire, de vraiment être dans l'accompagnement, le dialogue et la pédagogie en fait autour des différentes mesures en fait qui peuvent être prises. Donc on a une feuille de route qui est le plan climat 2025. Mais on dit aussi que c'est un outil qui est vivant. Pourquoi? Parce que justement, au fil de l'eau, on va être à l'écoute des propositions qui vont pouvoir être faites par les associations et par les citoyens. Donc on ne s'interdit pas de saisir une bonne idée qui pourra nous être proposée et surtout nous permettre en fait de se rappeler constamment à l'esprit quelles sont ces attentes citoyennes, là où elles sont peut-être plus fortes, effectivement, sur la renaturation en cœur de ville pour limiter les îlots de chaleur urbains. Plus forte peut-être sur le développement des pistes cyclables. Voilà, je sais que beaucoup est fait à Cannes-sur-Mer sur ces sujets notamment. Donc on a... Si vous projetez à 10 ans les attentes des gens, vous pensez qu'il y aura toujours des voitures a priori, il y en aura de moins en moins. Mais après, oui, il y en aura moins et on devra laisser sa voiture donc pour construire des parkings. Enfin, penser complètement différemment les mobilités. On va en reparler avec Louis Nègre, bien sûr. Bien sûr, je ne voudrais pas... Voilà. Vous ne voudriez pas parler à sa place? Non, mais je crois beaucoup, en fait... Non, je parle de ce qu'attendent les citoyens. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez? Ce que je ressens, c'est qu'on viendra à la rencontre des citoyens à partir du moment où on arrivera, en fait, à transformer les usages dans l'espace public. Donc, il faut qu'on donne aux gens la possibilité immédiatement de vivre. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est se loger, se nourrir, se déplacer durablement. Qu'on arrive à une vision décloisonnée en fait pour accompagner le citoyen dans son quotidien sans qu'il ait à réfléchir en fait à chacun de ses actes. Ça, c'est notre responsabilité en tant que décideur. Et après, je pense que les citoyens, c'est vous, moi, c'est tout le monde dans cette salle et autour, de se prendre par la main et de faire son propre bilan carbone et de regarder comment est-ce qu'il peut être diminué. Voilà, donc en essayant de quitter sa voiture,
en essayant au moment de faire des achats neufs, de se demander si on peut réutiliser, louer, recycler, voir les choses un petit peu différemment. J'ai plus le chiffre exact, mais plus de 50% des déplacements en voiture, on pourrait s'en passer en fait. Enfin, c'est quelques kilomètres. On pourrait les faire autrement en tout cas qu'en voiture. On peut les faire autrement, en effet. Louis Nègre, alors vous êtes sur ce sujet la personne idoine, vous êtes président délégué de la métropole Nice-Côte d'Azur, bien sûr. On va parler des investissements sur la métropole, la région. Vous êtes également le président du GART, groupement des autorités responsables de transport, qui vient d'organiser à Toulouse les rencontres nationales des transports publics. Donc on est en pleine actu. Qu'est-ce qui est, de votre point de vue, en quelques minutes, parce que le temps passe très vite et on est nombreux, quelles sont les tendances qui se dégagent d'après vous en termes de mobilité décarbonée ? Comme vient de le dire Pauline à l'instant, il y a un changement. Nous, on constate un changement profond des comportements, des mentalités. On est poussé tout à l'heure, un des intervenants l'a dit, c'est peut-être vous d'ailleurs, a dit... Pas un intervenant. J'essaye d'éditorialiser un peu. Vous êtes un gentil animateur. Bien, et donc intervenant. Bien, donc vous avez, je crois, dit, mais ce n'est pas vous les adultes qui indiquez la marche à suivre aux jeunes, c'est les jeunes qui vous bousculent. Eh bien, le Greta Thunberg, que j'appelle le choc Greta Thunberg, suit le choc du GIEC. Et nous, politiques, je me place dans cette catégorie-là, on en a pris 2 de choc et on essaye d'être à la hauteur. Alors, on a pris plus ou moins conscience, lui en 1861, donc c'est dire. Hein. Bon, mais le premier parc urbain que je crée dans ma ville, de 50 000 habitants, c'est en 97. Vous voyez ? Donc, et j'en suis à la création de mon 8e parc urbain. Donc, on a pu, en tous les cas, anticiper et comprendre quand on est en phase avec la population, quand on est à son écoute, quand on est sur le terrain, vous voyez, vous le sentez ce mouvement-là. Et donc, vous le mettez en œuvre. Parce que quand vous êtes un élu, vous êtes au service de votre ville et de votre population. Alors, à partir de là, le GART, si on reprend le GART, mais aussi la loi, l'État, vous voyez, on vient de prendre une décision à travers la LOM que nous avons souhaité, qui est que désormais, il n'y aura plus de zone blanche en transport pour quel que soit le territoire national. Nous n'avions aujourd'hui qu'un tiers du territoire national, c'est-à-dire le territoire urbain qui était proposé pour que vous puissiez avoir un moyen alternatif à la voiture. Eh bien, grâce à notre proposition acceptée dans la LOM, et désormais c'est la loi, 100% du territoire français doit être desservi par nous, les élus, nous, responsables d'autorités organisatrices du transport et de la mobilité au sens large, pour amener une réponse pour lutter contre l'autosolisme. Voilà où nous en sommes. Donc, dans ce domaine, on essaye d'accompagner, de suivre, de précéder. Bref, nous devons, et vous êtes ici dans ce Transition Forum, vous le sentez bien, vous êtes dans une collectivité comme celle de la métropole de Nice-Côte d'Azur, où avec Christian Estrosi, ça bouge dans tous les sens. Hein, dans tous les sens. Et avec mes collègues ici présents, vous avez déjà eu dans les tables rondes précédentes le sentiment. Alors si après, on doit rentrer dans les détails concrètement, parce que vous dites... je crois que votre intitulé, c'est « Responsabilité ». Eh bien oui, on assume nos responsabilités, du moins on essaye encore une fois. Rien n'est parfait en ce moment, hein, mais on essaye d'assumer nos responsabilités. Et la métropole, pour laquelle j'ai l'honneur d'être ici ce matin, la métropole, vous avez entendu Christian tout à l'heure vous dire, mais si nous rentrons concrètement dans les détails, c'est par exemple la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Mais la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur va nous permettre justement de circuler sans prendre d'autres moyens. Si vous prenez le RTMS, alors le RTMS c'est un sigle anglais pour dire simplement que c'est une nouvelle signalisation haut de gamme. C'est ici, sur les Alpes-Maritimes, que nous aurons le niveau 3 qui sera installé, c'est-à-dire le plus haut niveau de signalisation en Europe. Et il commencera là. On s'est battu pour ça avec Christian, avec Renaud Muselier, et nous l'avons obtenu. Des chiffres
quelques chiffres pour concrétiser ces avancées. Sur 300 millions d'euros, 115 millions viennent d'être donnés par l'État. Donc voilà quelque chose de fondamental. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez la Côte d'Azur, ça va de Théoul à Menton. Vous avez 1 million de personnes qui vivent sur une épaisseur, un ruban de 5 km d'épaisseur. Là-dessus, grâce à Napoléon III, nous aussi, oui, toujours lui, eh bien, on a créé une ligne de chemin de fer. Oh, elle tortille un peu, c'était en 1860, bien. Mais elle est là. Et elle arrive dans toutes nos villes. Toutes nos villes. Moi, j'ai 3 gares SNCF dans ma ville de Cannes-sur-Mer. La SNCF est là. Donc, voilà. Et je les ai vus tout à l'heure. Oui, on discute avec eux. Et donc, et maintenant, il y a une ouverture à la concurrence. En tant que sénateur, j'ai porté cette loi d'ouverture à la concurrence parce que je voulais stimuler la SNCF. Et ça y est, c'est parti, ils sont stimulés maintenant. Et donc, on va avoir quoi? On va avoir 2 fois plus, pour le même prix, hein, on va avoir 2 fois plus de trains dans ma région. Moi, je ne suis pas au service d'une institution, je suis au service de mes concitoyens. J'ai été élu pour ça. Donc, nous amenons aujourd'hui, par l'ouverture à la concurrence, 2 fois plus de trains. Par le RTMS, eh bien, nous allons pouvoir faire circuler 30% de trains en plus sans changer l'infrastructure. Et une infrastructure, ça coûte les yeux de la tête. Nous sommes tous les deux, avec le président de la FNTP, membres du Conseil d'orientation des infrastructures au niveau national. Je peux vous dire que les milliards, là aussi, comptent. Et donc, si nous pouvons être plus efficaces avec moins d'argent et pouvoir produire un résultat qui compte, le voilà. Je m'arrête là. Je vous arrête là une seconde parce qu'on pourrait continuer très longtemps avec vous, Louis Nègre, et merci pour ces propos qui étaient à la fois chantants, ils nous avaient donné envie de prendre le train de Provence-Côte d'Azur. Dès qu'il fonctionnera. On attend ça avec impatience et on reviendra. Alors avec Bruno Cavagnier, très bonne liaison peut-être pour parler là aussi d'un acteur qui, alors comme tout le monde, mais là, vous êtes plus particulièrement encore au carrefour dans cette actualité de la transition écologique, de la relance verte, puisque c'est un tiers, même peut-être plus d'un tiers, je crois que c'est 40 milliards sur les 100 milliards du plan de relance. Donc la relance verte est très importante et vous êtes, les travaux publics, au cœur de ces chantiers. Donc il y a quand même de l'argent, il y a quelques milliards. Comment les dépenser bien? C'est ce qu'on vient de dire. Et puis vous êtes aussi au cœur, comme tous les secteurs économiques, de l'action pour réduire votre propre empreinte carbone. Alors ma question est simple et vous avez un peu moins de 5 minutes. Comment vous faites pour faire les deux? Construire plus en polluant moins. Bien, d'abord, effectivement, je pense que tout le monde l'a dit ce matin, on a été poussé par nos concitoyens, poussé par les jeunes, poussé chez soi. Et je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que le monde bouge. Moi-même, qui n'étais pas un écologiste à la première heure, j'ai été obligé de constater que les choses changeaient. Et donc, à la fédération, on s'est dit finalement comment on peut nous aussi amener notre pierre à l'édifice, baisser notre empreinte carbone et en même temps réaliser des investissements. Donc, on a réfléchi et on s'est dit déjà, il faut arriver à faire un constat. D'où partons ? Et on s'est vite rendu compte que n'étant pas des spécialistes de l'écologie, il fallait se faire aider. Et on s'est fait aider d'un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui a une très bonne réputation, pour savoir finalement d'où on partait. Et on a commencé à faire des travaux. Et on s'est assez vite aperçu que sur la partie construction, et je parle bien des travaux publics, parce que parfois on fait l'amalgame avec le bâtiment, que sur la partie travaux publics, l'empreinte carbone de la construction, c'est 3,5 d'équivalent CO2. Alors on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est quand même important. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et en allant plus loin, on a voulu travailler sur l'utilisation de nos infrastructures, sur l'usage des infrastructures. Et là, de suite, on passe de 3,5 à plus de 50%. Et là, on s'est dit, on a un effet de levier important pour travailler et pour derrière faire de l'investissement. Donc on s'est inscrit dans ce que veut faire la France, baisser de 40% son empreinte carbone. Je vais présenter d'ailleurs ce plan à mon bureau la semaine prochaine, donc vous voyez, c'est un scoop que vous avez. Et on s'est dit, comment faut-il faire
pour arriver à baisser cette empreinte carbone, tout simplement en travaillant sur les matériaux, je pense au béton, aux aciers, béton bas carbone, à travailler sur les matériels. On parlait tout à l'heure beaucoup de matériel et d'énergie. Vous savez qu'on s'est beaucoup battu sur le gasoil non routier. On a eu quelques séances là-dessus avec le ministre de l'économie. Et finalement, je lui disais, mais il faut que la France sache vraiment où elle veut aller, travailler avec des industriels. On parle d'électricité, on parle d'hydrogène, du train à hydrogène. Il y a encore, 3 ans, quand on parlait du train à hydrogène, on nous regardait un peu en souriant. C'est pour ça qu'on voit vraiment que les mentalités changent et que ça accélère. Et donc, tout ce travail qu'on est en train de faire, avec un plan de financement à la clé, on va le présenter le 24 février, où je vous invite tous à Paris, où on va faire une grande journée sur les infrastructures, transition écologique, innovation, où on va recevoir les candidats à la présidence de la République pour qu'eux aussi prennent des engagements, parce que oui, parce que l'État est très important quand même pour vous. Exactement. La commande publique, c'est essentiel. Il faut que la commande publique soit responsable, elle aussi. C'est ça. Oui, exactement. On ne peut pas y arriver, même si on est très volontariste, on ne peut pas y arriver seul. Donc il faut que tout le monde s'implique là-dedans. Tout à l'heure, on parlait d'écologie punitive. Il ne faut pas faire d'écologie punitive. Évidemment, je pense que si on veut faire changer les mentalités, il faut qu'on y arrive tous. En même temps qu'on amène tout le monde pour que notre futur soit différent. C'est tout ce travail qu'on essaie de faire à la fédération. Alors, c'est pas simple, hein. Certains doivent se dire... L'essentiel quand même pour vous de votre consommation, c'est quoi? C'est des carburants, c'est des grosses machines, on ne peut pas les électrifier. Aujourd'hui, par exemple, sur les grosses machines, même si certains nous expliquent qu'on peut le faire, il y a pas, au niveau motorisation, on n'a pas la puissance nécessaire. Il y a eu des progrès de fait, notamment sur l'électrique, mais tout à l'heure, quelqu'un disait on ne va pas assez vite sur les voitures électriques. Sauf que, quand vous regardez les bornes électriques, les bornes de recharge, on n'a pas du tout en France assez de bornes de recharge. Là aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? On parlait du financier, quelqu'un parlait, ça va coûter très cher. C'est pour ça qu'un plan de relance, il faut un moment, les élus locaux le font, que l'État s'engage là-dessus en disant à 5 ans, à 10 ans, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on est capable de financer, parce que tout est une question d'argent pour qu'on avance là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'argent avec Jacques Richier, puisque vous êtes le patron d'Alliance France et vous êtes également vice-président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, en charge de l'économie, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Mais je crois que c'est surtout en tant que président d'Alliance que vous vouliez vous exprimer, parce qu'on a pas mal parlé de la métropole, il faut dire, et il y a certainement des liens à faire avec votre rôle, mais sur l'économie et le tourisme. Moi, je voudrais vous interroger en tant que... Vous avez 2 casquettes qui nous intéressent ce matin sur la responsabilité, celui de l'assureur et celui du zinzin, comme on disait autrefois, c'est-à-dire de l'investisseur institutionnel. 2 responsabilités pour décarboner vos portefeuilles, d'une part, d'investissement, sortir du charbon. Alors, vous en êtes où? Est-ce que la finance peut devenir l'ami du climat? Est-ce qu'elle est en train de le devenir tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus accepté et acceptable de financer le charbon et demain, à quel horizon, le pétrole? Et puis, deuxième question, pour aller vite, on a peu de temps, est-ce que vous pourrez encore assurer demain des risques face aux événements extrêmes qu'on commence à voir? On l'a vu à Nice avec la tempête Alex. Oui, merci. Alors, c'est vrai que Sylvie Goulard nous a mentionné, donc on voit que dès qu'il y a une préoccupation majeure, on pense tout de suite à l'assurance. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que nous, on est une activité, comme la banque d'ailleurs, qui est transsecteur. Donc on a une vision horizontale de tous les secteurs. Par définition, on assure tout. De la chimie, de l'industrie, du petit commerce, des restaurants, des particuliers. Et puis, on est à la fois global, en tant qu'acteur, bon, des entreprises comme Alliance le sont par définition, mais aussi parce que la réassurance nous conduit à être global. Et on est local parce qu'on assure localement. Donc on a, nous, un capteur très fort de tendance. Et on est capable aussi de mesurer secteur par secteur quels sont ceux, et si on revient sur la transition énergétique et les préoccupations environnementales, quels sont les secteurs qui ont cette conscience-là, qui sont sur ce chemin de la transition,
qui sont sur ce chemin de la transition ou ceux qui ont un peu de retard. Globalement, on peut dire que les entreprises ont cette conscience. Elles ont cette conscience, ne serait-ce que parce que leurs clients, leurs salariés, les talents qu'elles veulent recruter, l'opinion publique et les régulations, les pouvoirs publics de manière générale, les poussent à avoir cette conscience. Alors, on a, nous, une caractéristique, c'est qu'on a une légitimité parce que vous allez découvrir qu'un assureur, c'est un bilan. Et dans les deux termes du bilan, que ce soit l'actif et le passif, on est des acteurs majeurs. Vous avez mentionné notre rôle en tant qu'investisseur. Effectivement, un assureur, ça gère des sommes considérables parce que l'assurance vie, qui est donc l'épargne de nos clients, est investie. Et c'est cet investissement-là qui nous rend aussi peut-être capables. Et je pense qu'on n'est pas dans la transition de la transition, ni dans la censure. On est dans l'accélération de la transition. Nous, on est capable d'aider les pouvoirs publics comme les entreprises dans leur transformation, en finançant des entreprises ou des projets vertueux, en aidant des entreprises qui se sont lancées sur ce chemin de la transition, en les accompagnant dans leur financement, et je vais revenir sur cela, et en même temps, on est capable de réduire le financement sur des secteurs où on considère que le mouvement n'est pas enclenché, ou d'arrêter les financements. On parlait de greenwashing. Juste là-dessus, parfois on vous reproche, vous pouvez être de bonne foi en disant on le fait, ne serait-ce que pour des raisons, vous allez sans doute le dire, simplement d'intérêt financier. C'est-à-dire que si vous financez des secteurs qui ont vocation à disparaître, comme le charbon, vous allez faire perdre de l'argent à vos clients. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'est pas considéré comme réel et réalisé par beaucoup d'associations, d'activistes qui disent en fait la finance verte n'est pas si verte que ça, elle reste encore très brune? Non, mais il y a eu une transition de la finance. C'est pas venu du jour au lendemain, et donc c'est une transition dans la transition. On peut pas. Moi, j'ai 3 chiffres. Je vais vous donner. Pas mentir aux gens, quoi. Voilà. Oui, bon, depuis 2015, je parle d'Alliance, ça cette fois-ci. Depuis 2015, on n'investit plus dans une société dont le business model est basé sur le charbon. Extraction, transformation du charbon, production d'électricité, on n'investit plus. Depuis 2018, on a mis. Vous en avez encore en portefeuille qui vont. Mais il y en a. C'est ça. On en a encore et auquel on a dit si dans un délai, et le délai c'est 2026, vous n'êtes pas passé au-dessous d'un seuil qui aujourd'hui est à 30 et qui en 2026 sera à 15% de votre business model basé. Alors mettez la pression. On sort. Alors pourquoi on ne peut pas sortir comme ça? Parce que vous pouvez avoir des obligations ou de l'investissement sur du long terme et donc vous attendez la maturité. Mais les entreprises sont prévenues. Donc aujourd'hui, on a déjà indiqué la feuille de route. La feuille de route, c'est aujourd'hui 30% maximum issus du carbone, y compris dans la production d'énergie. Ça veut dire qu'il y a un message pour les industriels. Parce que si votre mix énergétique est à 30%, supérieur à 30%, en 2023, nous le passons à 25%, et en 2026 à 15%. Après, nous, on s'est inscrit sur la trajectoire de l'OCDE, c'est-à-dire ce sera 0 en 2040, mais en 2026, 15%. Donc on a donné de la visibilité, et de la même manière, on réalloue nos investissements. Aujourd'hui, par exemple, nous, sur les 3 dernières années, on a 5% de nos investissements qui sont passés sur du décarboné total. C'est-à-dire des immeubles qui sont des immeubles aujourd'hui construits en tenant compte de toutes les normes pour qu'ils soient carbone neutres en investissement, des obligations uniquement sur des entreprises qui sont... Alors c'est pas... Parce qu'il y a quand même aujourd'hui une taxonomie, tout le monde en parle, mais il y a quand même une rationalité. Vous avez vos propres critères aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a des critères extérieurs. Il y a des agences qui avec notent. Des agences, exactement. Ça, on parlait de Carbone 4, ils font ça. On investit la moitié aussi de nos actions cotées ou non cotées sont sur des entreprises essentiellement énergie renouvelable. Nous, aujourd'hui, je parle d'Alliance France, on a investi 450 millions sur le solaire et tout à l'heure, d'ailleurs, je regardais tout à l'heure, le solaire et l'éolien. Et on est capable de fournir de l'énergie pour une ville de 385 000 habitants. Le hasard fait que c'est Nice, d'ailleurs. Mais bon, j'aurais été dans une autre ville, à Nantes, j'aurais dit que c'est... Voilà, donc on voit bien que des acteurs comme nous, on accompagne. Et c'est pour ça que je pense qu'on est dans l'accélération. Parce qu'on sort de notre portefeuille des investissements que l'on ne veut plus avoir. On indique clairement à nos partenaires, nos investisseurs, qu'aux assemblées générales, on fait passer des résolutions. Et si ces résolutions ne passent pas sur une trajectoire de réduction de l'empreinte carbone, on ne les accompagnera plus.
Et de la même manière qu'on parle de la gestion d'actifs, on a, nous, les risques que l'on souscrit, c'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises dans les énergies renouvelables, mais on est en train de dire, nous n'assurerons plus d'extraction de charbon, nous n'assurerons plus d'usines électriques qui produisent uniquement à base de charbon, et on descend comme ça, pour arriver à la trajectoire qui est celle que tout le monde, le fameux article 29 que vous connaissez de la loi climat, qui est 1 degré maximum, 1,5 degré maximum de réchauffement climatique. Ça veut dire la neutralité carbone en 2050. Il faut qu'on aille au-delà de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ensuite on regarde secteur par secteur, les ciments, l'informatique, personne n'en parle, hein, tout le monde est content de faire de la blockchain, mais à un moment donné derrière il y a de la consommation. Donc qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Comment on a un dialogue pour savoir si demain on continue, dans quelles conditions on continue? La chimie, voilà, tous les secteurs. Et j'avais une question. Si tout le monde faisait comme vous, dans le monde entier de la finance, est-ce que 2050, on pourrait pas faire ça en 2045, voire en 2040? Mais tout le monde a... Quand vous parlez d'accélération, je suis d'accord avec vous. Mais cette accélération, on est au début, là. Est-ce qu'on peut imaginer, pour tenir justement, parce qu'on est déjà au-dessus de 1,5 degré, il faut dire la vérité, il est parti, notre ami. Il le sait qu'on ne les tiendra pas, le dernier rapport du GIEC le dit. On est à 2 dans les conditions actuelles. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer aller plus vite? Nous, dans les conditions actuelles de notre portefeuille, on dit que nous, on arrive à la neutralité carbone entre 2040 et 2050. Du portefeuille. Pour Allianz. D'accord? Oui, mais Allianz, c'est important quand même. C'est beaucoup de milliards et des centaines de milliards de gestion d'actifs. Mais on n'est pas seul, parce qu'aujourd'hui, que vous soyez... Si BlackRock fait la même chose, ça fait du monde. Hein. Je pense qu'il y a ceux qui l'ont compris naturellement, il y a ceux qui le comprennent parce que économiquement ça fait du sens et qui se disent de toute façon une entreprise ça se réinvente et ça tient compte de ça. Et donc pour côté financier, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupements qui se sont constitués au niveau mondial. Et là vous avez la plupart des acteurs. Ne coupez pas le micro de Jacques Richier s'il vous plaît. Parce que sinon vous avez la plupart des acteurs globaux de la finance internationale qui sont réunis. Merci. Qui sont réunis, et là on parle de plusieurs milliers de milliards d'acteurs, de fonds gérés, qui partagent, qui sont sur cette trajectoire du 1,5. Après vous avez au niveau européen, je crois que Pascal Canfin vient... dans quelques minutes, eh bien, il a une initiative dans laquelle nous sommes partenaires et qui regroupe, des acteurs, investisseurs, des politiques, des syndicats, des ONG, qui visent à pousser les investissements vers ce qui favorise la transition également. Et puis en France, vous avez également des assureurs qui sont réunis et qui sont... Donc, petite parenthèse, là on n'a parlé que du climat. Hein. La biodiversité fait partie du même dispositif. Il y a eu le congrès de l'UICN qui a fait apparaître... C'est juste pour dire que ça fait partie... J'étais hier avec le hasard... Plus compliqué à mesurer. Écoutez, hier j'étais avec un des collaborateurs d'Allianz qui est sur l'asset management. Le hasard a fait qu'il m'a parlé d'un dossier où il y avait justement cette question de biodiversité. Pour lui, il était hors de question qu'Allianz de mettre 1 euro dans ce projet d'investissement parce qu'il y avait justement une polémique et l'impact sur notamment les sols. Bon, donc on voit bien que c'est devenu un sujet quand même dans un majeur. changement. Oui, mais c'est pour ça. Paradigme en fait. Je pense que, comme on a vu l'accélération qui a été mentionnée précédemment sur le passage aux véhicules tout électriques, puisque finalement le parc va aller beaucoup plus vite, je pense que sur les investissements, et là vous avez bien noté que nous, on aura un critère. Le premier critère, ça va être celui de l'empreinte carbone avant le critère financier. On aura toujours le critère financier, mais le critère carbone passe avant. D'ailleurs, après, on regarde le critère financier. Et c'est ça qui a changé. Donc, pour moi, vous avez, et c'est légitime qu'on demande aux acteurs de la finance d'intervenir, ils se sont calés sur ce que l'OCDE ou l'Europe nous demandent en termes de trajectoire 2040 ou 2050. Est-ce que vous l'auriez fait si les activistes Greenpeace ou autres, vous n'avez pas un peu mordu les fesses? Alors, je pense que Allianz s'est lancé avant les autres. Par contre, la trajectoire, elle a été accélérée parce que des cibles et des objectifs ont été donnés.
On a commencé à les mesurer, à les publier partout. Non, parce que À dire, on a donné. eux, ils respectent pas, c'est pas bien. Une sorte de notation. Je ne vais pas faire du fanfaron. Et vous avez l'ADEME. L'ADEME nous a remis le prix du meilleur rapport sur la RSE. Donc on a fait des choses. Le sujet, c'est qu'il fallait savoir. Pour un vertueux, il y a 10 vicieux, si je puis dire. Non, ce qu'il faut, c'est connaître collectivement le point d'arrivée. Maintenant, on le connaît. On le connaît et on a le délai. Et avec la remarque que vous faites, c'est est-ce qu'on peut accélérer encore plus? Et moi, je crois qu'il y aura une accélération. Merci beaucoup, en tout cas, de cette conversation passionnée et passionnante. Passez le micro à votre voisin. Vous avez quelques minutes, Yannick Servant, pour nous parler de la Convention pour les entreprises pour le climat que vous avez créée, qui est un peu le pendant, si je comprends bien, de la Convention citoyenne, mais du point de vue des entreprises. Alors, pourquoi et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, Combien êtes-vous? Ouais. Que représentez-vous? Dans les moins 5 minutes que j'ai pour répondre, je vais essayer de faire au mieux. La règle du jeu. À commencer par le pourquoi. Je vais dézoomer un peu avant pour pouvoir pleinement rentrer dans le sujet. On a parlé ce matin de décennies pour agir. On a parlé de fiscalité carbone. On a commencé à parler de biodiversité ici. Quand on regarde la fiscalité carbone, ça fait 20, 30, 40 ans qu'on y travaille. Aujourd'hui, les économistes estiment qu'il n'y a que 20% des émissions mondiales qui sont couvertes par un prix du carbone. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'on y travaille. On a commencé à parler de biodiversité. Un monde neutre en carbone dans lequel il n'y a plus d'insectes, c'est un monde qui s'effondre. Un monde neutre en carbone dans lequel la quantité de nanoplastiques qu'on a dans le sang et dans le cerveau continue d'augmenter, c'est des civilisations qui vont extrêmement mal. Et du coup, pour que les mécanismes de marché standard fonctionnent parfaitement pour nous accompagner dans la transition, il faudrait qu'on ait une fiscalité complète de carbone, de biodiversité, de pollution, de déplétion de ressources, des choses qu'on mesure mal. Et du coup, est-ce qu'en une décennie, on peut arriver à faire ça? La réponse est non. Et du coup, du point de vue des entreprises, la question devient, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si la fiscalité ne me contraint pas, ça veut dire qu'il va falloir dépendre de ma prise d'initiative individuelle, moi, dirigeant, de qu'est-ce que je vais faire. Et je regarde le panneau que j'ai devant moi qui parle de coopération. Et là-dessus, on se retrouve sur un dilemme du prisonnier à grande échelle, une transition écologique sincère, profonde d'une entreprise, notamment pour celles qui ne sont pas natives de la transition, mais qui sont des activités historiques, que ce soit de l'énergie, de la sidérurgie, des activités industrielles. Ça veut dire, dans beaucoup de cas, que soit je baisse mes volumes, ou j'augmente mes prix, ou je baisse mes marges, ou alors les trois en même temps. Et du coup, si je suis dans un cadre où j'anticipe que tout le monde va faire la même chose avec moi, ça peut se faire. Mais le dilemme du prisonnier, ça nous montre que ma rationalité, m'invite à ne pas coopérer. Et du coup, la Convention des entreprises, ça sert à ça. C'est 150 entreprises représentées par leurs dirigeants. Je pense qu'on a la chance d'avoir Franck Gervais tout à l'heure, qui est un des participants de la Convention, qui se posent ensemble la question, si on ne peut pas y être tous contraints, comment fait-on pour présenter un nouveau modèle, quelque chose qui inspire le reste du tissu économique et qui, du coup, encourage le monde politique à accélérer avec nous. L'idée de la légitimité de cette initiative, c'est que ce soit 150 entreprises qui travaillent en premier lieu sur la transformation de leur activité, placent les curseurs au maximum, présentent ça en disant j'ai parfaitement conscience que si je le fais tout seul, ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Pour en parler, on va essayer de rejoindre Pascal Canfin, le député européen qui a travaillé sur le paquet climat. Je ne sais pas si on peut me mettre le retour. Je crois qu'il est connecté. Est-ce que Pascal Canfin est là? Oui, Pascal. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous. Désolé, on a été un peu bousculé dans nos horaires, mais ça nous a permis de vous retrouver. Pas de problème. Alors, on a en gros parlé d'accélération. On a même dit, on a entendu Jacques Richier, le patron d'Alliance France, dire on peut être prêt en 2040, net carbone en 2040-2045, si on fait bien le boulot et si tout le monde nous accompagne. Mais en tout cas, pour son portefeuille, il pense qu'on est, non pas dans la transition de la transition, expression que j'ai utilisée, mais dans l'accélération de la transition. Alors vous êtes l'un des types qui appuie sur l'accélérateur depuis longtemps, depuis le Parlement de Bruxelles. Et il y a donc un plan qui s'appelle Fit for 55, on en a un peu parlé, qui veut dire
prêts à baisser de 55% nos émissions de CO2 par rapport à 1990, le tout en 2030. Alors, je voudrais que vous nous donniez, non pas le paquet climat, on le connaît un peu, mais votre vision, il est là, ce Fit for 55, les entreprises le connaissent, les citoyens commencent à le découvrir aussi, il va y avoir des changements, et c'est ça peut-être la question que je voulais vous poser, extrêmement brutaux, en tout cas extrêmement profonds, peut-être très rapides, auxquels on n'est pas forcément tous totalement préparés. Alors vous qui travaillez là-dessus, et ce n'est pas histoire d'être écolo, pas écolo d'ailleurs, c'est juste une histoire de comprendre ce qui va nous arriver. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous dire en gros qu'est-ce qui va nous arriver dans cette décennie? Bien, bonjour tout le monde. Et d'ailleurs, l'action européenne va même au-delà du paquet des 14 textes que vous venez de mentionner, puisque ce qu'on appelle le Green Deal, donc le pacte vert européen, qui couvre les sujets climat, mais pas seulement, on vient de parler notamment de biodiversité ou de plastique, tout ça, c'est 54 lois européennes qui vont être changées entre maintenant et fin 2022. Donc on est sur un moment inédit. Et vous avez raison de préciser que peu de gens, peu de citoyens et même peu de décideurs ont une compréhension de tout ce qui est en train de se passer à Bruxelles, parce qu'ils regardent leur secteur, mais ils ne connectent pas forcément tous les points. Et c'est un enjeu économique, c'est aussi un enjeu démocratique. Parce que là où je vous rejoins tout à fait, c'est que si les citoyens n'ont pas la profondeur de champ qui leur permet de dire « Ah bon, bah ça va arriver, donc il faudra que j'ajuste mes comportements », ou les entreprises, ça va arriver, donc il faudra que je modifie mes investissements, tout le monde est pris un peu par surprise au dernier moment. Donc il y a un enjeu d'efficacité et un enjeu démocratique à expliquer au maximum ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un sujet pour les journalistes notamment. Donc c'est inédit. Je ne vais pas vous faire les 54 textes, je ne vais même pas vous faire les 14 du paquet climat. Simplement, vous en avez peut-être parlé ce matin, la fin des voitures thermiques, essence et diesel dans 13 ans, 2035. Ça veut dire que 100% de l'industrie automobile européenne sera totalement transformée en 13 ans. Je rappelle que c'est la plus grosse industrie en termes d'emploi en Europe, donc c'est absolument majeur. Un prix du carbone qui historiquement était à 5, 10, 15, 20 euros et qui aujourd'hui, au moment où on parle, est à 65 et peut-être encore plus demain, ce qui fait que les modèles économiques, les incitants économiques sont maintenant en train réellement, pour de vrai, de se mettre en place en Europe. Ce qui nous amène en même temps à faire ce qu'on appelle parfois dans le débat français la taxe carbone aux frontières, qui n'est pas une taxe pour deux bonnes raisons. Si c'était une taxe, il faudrait l'unanimité, et en Europe, l'unanimité, c'est compliqué sur les sujets fiscaux. Et si c'était une taxe, ce ne serait pas compatible avec l'OMC, parce qu'en Europe, on n'a pas une taxe, on a précisément un prix de marché. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle, du point de vue technique, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je mets de côté cet élément technique, mais c'est important de le présenter. Et ça sera en quelque sorte le miroir du marché du carbone. Donc on va avoir le marché du carbone à 60, 65, 70, 80 euros la tonne de CO2. Et pour les importateurs des secteurs qui sont les plus concernés par les risques de délocalisation, l'acier, l'aluminium, le ciment et quelques autres, eh bien, il y aura un prix du carbone qui sera exactement le même, sur les mêmes volumes, payés par les importateurs turcs, chinois ou marocains. Donc ça nous permet à la fois d'accélérer la transition, de créer les bons incentives pour le modèle économique et en même temps de protéger, c'est un mot qu'on emploie facilement en France, moins à Bruxelles, donc je vais dire assurer une concurrence équitable, qui revient de facto au même si c'est deux narratifs politiques très différents, c'est une concurrence équitable de façon à ce que les industriels européens n'aient pas de risque de dumping climat de la part de certains de leurs concurrents. Voilà trois textes. Je n'ai parlé là. Bien sûr, non, mais bien sûr, Pascal. Vous en avez 50, donc c'est pour vous dire, pour conclure, c'est pour vous dire à quel point, j'invite l'ensemble des acteurs aujourd'hui à s'intéresser à ce qui se passe à Bruxelles. Il faut qu'ils s'approprient la globalité du paquet, effectivement. J'aurais une deuxième question à vous poser, parce que vous avez sans doute lu comme moi un papier assez important d'un économiste qui s'appelle Jean Pisani-Ferry, qui est assez connu, qui a conseillé entre autres Emmanuel Macron, mais qui travaille beaucoup sur les questions européennes, qui a travaillé dans le rapport de Jean Tirole, que chacun connaît. Et Jean Pisani-Ferry a écrit un papier qui dit en gros ce qui nous attend pourrait être l'équivalent du choc pétrolier de 1973.
pour ceux qui ont souvenir de cette époque, pour les plus âgés d'entre nous. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que par ce signal prix très fort qui est en train d'arriver, et on est en pleine actualité puisque les prix de l'énergie sont en train de monter plus vite même qu'on ne l'anticipait en cette sortie de crise, je le disais ce matin, il parle d'un double choc. Un choc d'offres négatif, c'est-à-dire qu'il va falloir remplacer du capital existant qui fonctionne avec du charbon ou du carbone, par exemple les machines de M. Cavagné de travaux publics, il va falloir les mettre à la poubelle et les remplacer par des machines qui sont neutres en carbone. En tout cas, trouver un moyen de le faire. Même chose pour toutes nos voitures, vous en avez parlé, mais même chose pour toute l'industrie en réalité. Donc il parle de choc d'offres négatif, de destruction de capital. Ça, c'est un choc auquel il va falloir, c'est pour ça qu'on parle de transition, il va falloir l'absorber, voire aider les entreprises à le digérer, si je puis dire. Et puis il y a un deuxième choc qui vient, on est quelque part le mouvement de balancier, c'est le choc de demande potentiel, négatif, qui pourrait s'exercer sur les ménages si on ne prenait pas en considération la dimension de redistribution sociale de ce choc énergétique à venir. Qu'est-ce qu'à Bruxelles, on parle de responsabilité des acteurs, il y a une responsabilité de Bruxelles, ce paquet climat, il est quand même extrêmement violent, on en est même aujourd'hui à le renégocier sur la volet chauffage domestique, parce que ce qui est arrivé pour les carburants, ça risquerait d'arriver dans les maisons demain, on va faire des gilets jaunes partout, donc comment politiquement, et là aussi, est-ce que vous pouvez nous dire, pardon d'avoir été long, mais dire la vérité, il va falloir que quelqu'un paye. On va mettre en place quoi? Un impôt vert? C'est la BCE qui va tout payer? Comment on va payer tout ça? Ouais, beaucoup de choses dans votre question. Pardon. D'abord, il y a d'autres chocs. Hein. Il y a le choc climatique lui-même. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas comparer le schéma mental dans lequel on serait, qui consisterait à dire il y a tous les coûts associés à la transition. Et puis de l'autre côté, le scénario de comparaison, c'est le business as usual, avec zéro coût. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Un monde à 2, 3, 4 degrés de réchauffement climatique, je peux vous dire que les gilets jaunes, c'est puissance 10. Et donc, parce que c'est du structurant, c'est du choc structurant sur, et les assureurs le savent bien, sur des actifs qui deviennent tout d'un coup totalement non utilisables. Et là, c'est pas moins 10% de la valeur, c'est boum, moins 100%. Donc, soit on subit ces chocs, soit au contraire, et c'est absolument toute la philosophie du Green Deal et de la transition, on les anticipe, on organise les réponses, on les séquence dans le temps de manière jouable pour les industriels, jouable pour nos technologies et jouable du point de vue de la justice sociale. Vous avez évoqué la question de l'augmentation du prix du carbone. Aujourd'hui, à court terme, c'est très très marginal dans l'augmentation des prix de l'énergie. Hein, je ne vais pas refaire, tout le monde, je pense, a lu les mêmes analyses. On sait très bien d'où viennent les tensions sur le prix du gaz et par la façon dont le marché européen fonctionne, sa généralisation à l'ensemble des prix de l'électricité. C'est extrêmement marginalement lié au prix du CO2. Néanmoins, moi, je suis très en soutien au plan européen et notamment au paquet de juillet, à l'exception d'une mesure, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, à l'exception d'une mesure qui est précisément celle que vous évoquiez demi-mot, à savoir étendre le marché du carbone au chauffage des particuliers et des bâtiments commerciaux et au transport routier, des routiers professionnels et des particuliers à travers les voitures ou des artisans à travers leurs véhicules utilitaires. Pourquoi je suis contre? Parce que je pense que ce qui fonctionne avec des acteurs économiques rationnels, que sont les entreprises, qui ont une capacité d'investissement, une capacité de changer leurs fournisseurs, une capacité de faire de l'amortissement, une capacité de faire des projections de rentabilité et de profitabilité à 5 ou 10 ans, eh bien ça ne marche pas avec des acteurs économiques qui ne sont pas des acteurs rationnels, que sont les ménages. Je n'ai jamais fait de ma vie, et je m'ai mis au défi quiconque dans cette salle de savoir qui a déjà calculé sur 10 ans la rentabilité éventuelle d'un investissement dans telle ou telle technologie de chauffage de sa maison ou d'isolation de sa maison. Ça ne marche pas comme ça. Et si tout d'un coup vous allez conduire vos enfants, parce que vous avez de nouveau des enfants à l'école, et que vous devez faire 40 km en voiture pour les déposer, puis ensuite aller travailler dans une zone industrielle, il n'y a pas forcément d'alternative en transport en commun, et vous n'allez pas licencier vos enfants
parce que vous devez faire ce parcours. Donc ça ne marche pas. Et d'ailleurs, toutes les preuves ont été données qu'il y a une élasticité, comme disent les économistes, très forte. Donc c'est pour ça que je ne suis pas favorable à cette mesure. En revanche, je suis favorable à beaucoup d'autres mesures, voire à la totalité des autres mesures du paquet climat. Un mot, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation sur Allianz, et effectivement Allianz comme AXA sont des acteurs clés de cette transformation, et je profite pour les féliciter et les encourager à aller évidemment toujours plus loin. Je n'ai même pas prononcé le mot finance verte. Mais dans le paquet de 50 lois, beaucoup d'entre elles sont liées à la transformation des règles du jeu sur les marchés financiers. Et c'est clé, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est précisément de relier l'économie réelle avec l'économie, avec le financement de cette transition, financement public, par exemple le fonds de transition juste, ou par exemple d'autres outils que nous sommes en train de mettre en place, mais surtout financement privé, par la réallocation du financement des actifs pour accélérer, effectivement, ce que vous disiez, ce que dit Jean Pisani-Ferry, qui est aussi un ami, il est parfaitement vrai. La transition, c'est de remplacer du capital fixe très carboné par du capital fixe zéro carbone. Et donc, vous pouvez dire que c'est de la destruction de valeur, ce qui est vrai en partie. Vous pouvez dire aussi que c'est de l'accélération de la formation brute de capital fixe, ce qui est le cœur de la productivité et le cœur de la croissance dans notre histoire économique. Et si on tenait le raisonnement que vous avez tenu sur la transition, sur l'ensemble des 2 derniers siècles de l'économie, on serait anti-schumpeterien, anti-révolution industrielle, et on serait encore aux premières centrales à charbon. Ça existe encore, les Amish, il y en a parfois. Oui, aux premières, je parle de ça il y a 2 siècles. Donc c'est pour vous dire que, évidemment, la révolution industrielle de la transition, c'est une révolution schumpeterienne. Et c'est pour ça qu'il faut l'aborder de manière holistique et pas simplement pointilliste. Et c'est, je pense, le cœur du Green Deal, et de chercher, je conclurai là-dessus, de chercher en permanence, et ça c'est ma façon de travailler en tant que responsable politique, les modèles économiques qui permettent de déployer à grande échelle les solutions technologiques dont on dispose déjà, et des bonnes règles du jeu, du coup, qui permettent cette massification à grande échelle. C'est la seule façon d'y arriver. C'est-à-dire que la question trouve en elle-même sa propre réponse. C'est la faille peut-être du raisonnement de Jean Pisani qui est très très intéressant parce qu'il nous permet de nous poser la question des politiques macroéconomiques d'accompagnement de la transition, mais en réalité, par la hausse du prix du carbone, quelque part, on rentabilise des investissements qui ne l'étaient pas autrefois. C'est d'ailleurs pour ça que tout un tas de secteurs se mettent à appliquer des prix du carbone internes, sauf que le prix du carbone est en train déjà de dépasser les niveaux de prix de carbone interne qu'appliquaient certaines entreprises. Moi, quand je parlais à des entreprises, elles me disaient, on est à combien? 40, 50, on est déjà à 65. Donc c'est en cela qu'on peut peut-être avoir le sentiment qu'il y a une accélération et que cette accélération qu'on peut voir négativement, donc la notion de transition juste est essentielle, sinon on peut provoquer des révolutions sociales, mais d'un point de vue de l'innovation et du progrès, on voit bien qu'on est dans un changement de paradigme et que la rentabilité des investissements nouveaux à faire est bien meilleure si le prix du carbone est à $100. Les mots-clés, pour moi, c'est les gains de... Enfin, justement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas nécessairement suffisamment, c'est la question des gains de productivité écologique liés à la transition. Un modèle qui est en train exactement de produire ça à grande échelle, c'est l'automobile. Vous avez une baisse des coûts des batteries de 2 à peu près tous les ans, et les analyses montrent qu'à parité d'aide, donc quel que soit le niveau d'aide, à parité, une voiture électrique reviendra au même prix qu'une voiture thermique en 2026. Ça veut dire qu'on est exactement dans la beauté du déploiement du capitalisme, à savoir, c'est très très long au début, parce que les règles du jeu ne sont pas là, les incentives ne sont pas là, les politiques publiques ne sont pas les bonnes, les technologies sont très chères, et donc tout bloque. Et le jour où on aligne les règles du jeu, avec les bonus par exemple, et la politique industrielle, et les technologies qui maintenant arrivent à maturité, et on est exactement dans ce moment-là, eh bien on vit une accélération assez sidérante. Un seul exemple pour mesurer l'accélération de la transformation du secteur automobile. En France, quand en 2017, Nicolas Hulot gagne la bataille consistant à dire en 2040, on arrêtera la vente de véhicules essence et diesel, il gagne 2040. 4 ans plus tard, en 2021, la Commission européenne, qui n'est pas spécialement Nicolas Hulot, la Commission européenne dit c'est 2035 pour tout le continent
Et vous n'avez aucun constructeur automobile qui dit non, non, c'est infaisable. Vous avez même Volkswagen qui dit en fait, nous, on ira plus vite, ce sera 2030. Et puis vous en avez d'autres qui disent ah ouais, 35, pourquoi pas 37, etc. Mais ce que disait Nicolas Hulot il y a 4 ans est aujourd'hui totalement dépassé, y compris par les industriels eux-mêmes. Donc ça prouve bien que quand on arrive à créer ce cercle vertueux, eh bien, ça se déploie à très très grande vitesse. Et donc l'enjeu clé, c'est comment on crée dans tous les secteurs fondamentaux, donc l'énergie, les transports, etc., l'agriculture, les cercles vertueux que nous sommes en train de vivre sur l'automobile. Merci beaucoup Pascal Canfin. Vous concluez cette session matinale, et ça qu'on reprendra cet après-midi, de notre Davos de la transition en nous disant que le capitalisme décarboné est sauvable et donc possible. Je pense que ça fera plaisir à certains, peut-être moins à d'autres. Et je vous propose de vous quitter sur cette bonne parole pour rendre l'antenne et vous remercier d'avoir été avec nous les uns et les autres d'abord. Et Pascal Canfin à distance, merci d'avoir patienté. Merci.